Salut à tous, c'est Tuto Arnaque et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur un cours de première de SES qui porte sur la défaillance de marché. Et à savoir, cette fois on va se spécialiser sur celui qui découle de la typologie des différents biens qu'on va rencontrer sur le marché. Donc plus particulièrement sur les biens communs et les biens collectifs. Alors j'avais déjà fait une vidéo qui présentait les trois principales différences de marché de manière générale, c'est-à-dire les différences de marché qui découlent des externalités, celles qui découlent de celles-ci, que je vais présenter aujourd'hui plus en détail, ainsi que celles qui découlent de l'asymétrie de l'information. Ensuite, j'avais fait une vidéo du coup sur l'externalité, et cette fois sur du coup, comme je l'ai précisé à l'instant, les typologies des biens. Donc voilà, donc les biens, eh bien, on va les classer, donc les biens qui sont sur le marché, hein, j'insiste, qui sont échangés par les différents acteurs économiques, le producteur va les produire, les consommateurs les consommer, quoi, tout simplement. Et bien, tout d'abord, on va classer ces différents biens en fonction de deux paramètres. Tout d'abord, on va voir s'ils sont rivaux ou non, et s'ils sont excluables ou non excluables. Alors, qu'est-ce qu'un bien rival? Alors, un bien rival, enfin, il est irrival si la consommation donc, du bien par un agent économique, et ben, il va réduire ou non la quantité disponible de ce dernier pour les autres agents économiques. Autrement dit, pour que ce soit plus simple, si, faut comprendre que la consommation de ce bien par un agent économique, eh ben, ça va priver un autre. Donc là, c'est s'il est rival. S'il n'est pas rivable, eh ben, tout le monde pourra en profiter de la même manière. Par exemple, lorsque vous achetez une voiture, eh bien, les autres ne pourront pas l'avoir puisque c'est vous qui l'aviez. À l'inverse, si vous consommez, je sais pas, un logiciel par exemple, un logiciel, l'achat d'un logiciel ne va pas empiéter sur l'achat de logiciels pour d'autres personnes. Donc là, ce sera non rival pour le logiciel, rival pour la voiture. Mais on a également un autre paramètre qui est de savoir s'il est excluable ou non excluable. Concrètement, ça se caractérise par le fait qu'on peut ou non limiter l'accès aux agents économiques en fonction de s'ils le payent ou non. Voilà, donc en fait, si on peut limiter l'accès à ceux qui le payent, il est excluable. Si on ne peut pas limiter l'accès à ceux qui le payent, il est non excluable. Je vais vous donner deux exemples. Euh, Par exemple, bah, du coup, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Si je reprends l'exemple de ce que j'ai dit à l'instant, euh, un logiciel, on peut en contrôler l'accès par le fait que on peut limiter ce bien au seul payeur. Une, oui, un logiciel, il est excluable. C'est pareil pour la voiture, du coup. La voiture, elle est excluable, puisque la voiture, on peut limiter la voiture au seul payeur de voiture, quoi. À l'inverse, si je prends d'autres exemples, je prends l'exemple d'un feu d'artifice. Bien, feu d'artifice, si vous mettez dans le ciel, vous n'allez pas pouvoir contrôler qui va le voir. Tous ceux qui l'auront vu finalement. Donc là, vous n'allez pas pouvoir contrôler l'accès. Ça va être pareil pour l'éclairage public, pour tout un tas de services, on y reviendra. Et donc, en fonction de ces deux paramètres, on va pouvoir distinguer quatre types de biens. Donc, on a tout d'abord les biens privés, qui sont rivales et excluables, les biens de club, qui sont non rivales et excluables, du coup, les biens communs, qui sont rivales et non excluables, et enfin les biens collectifs, qu'on peut également appeler biens publics purs, même si moi je préfère biens collectifs, c'est plus simple à dire, qui sont non rivales et non excluables. Alors concrètement, là ça paraît brouillon dit comme ça, on peut en fait tout simplement distinguer tout ça au sein d'un tableau. Et là, comme vous pouvez voir, je vais utiliser ma souris pour que ce soit plus clair pour vous, on distingue bien du coup ce qui est rivaux excluable, hop, privé, ce qui est non rivaux excluable, hop, bien de club, ce qui est rivaux et non excluable, hop, bien commun, et ce qui est non rivaux non excluable, hop, bien collectif. Et donc on trouve les exemples que je vous propose. L'automobile pour un bien qui serait à la fois rival et à la fois excluable, on peut contrôler l'accès et on peut contrôler l'accès. Enfin, on peut contrôler l'accès du bien au seul payeur. Et on peut faire. Et malheureusement, la consommation de ce bien va nuire aux autres consommateurs. Ensuite, on a du coup l'abonnement Netflix, que j'ai pris un exemple. Eh bien, on peut contrôler l'accès à Netflix au seul payeur. Seuls ceux qui payent vont pouvoir accéder au catalogue Netflix, ils ne pourront pas avoir accès. Et on peut, mais à l'inverse, par contre, consommer le catalogue Netflix, contracter l'abonnement, si vous préférez, ça ne va pas empêcher à qui que ce soit d'autre de pouvoir consommer ce bien. Donc il est non rival. On a les biens communs, j'ai proposé les poissons dans la mer. C'est plus simple, hein, mais il y en aura d'autres. Hein. Ils sont
qui sont des biens qui sont rivaux, puisque lorsque vous pêchez un poisson, ou lorsque vous le consommez en fait, hein, ben, ça va pas pouvoir profiter à votre voisin, le poisson a disparu, il n'y en a qu'un seul. Mais par contre, c'est un bien qui est non excluable dans le sens où la pêche, malheureusement, bien, c'est compliqué d'en excluer l'accès, quoi. À part pour le fournisseur de biens, pour accéder à ce bien, n'importe qui peut pêcher un poisson. Ça va pas coûter spécialement cher, il n'y a pas une taxe pour un poisson, quoi. On aura un peu le même principe avec les ressources, je pense au charbon, au pétrole, même si là pour le coup le prix d'entrée est quand même plus important. Et on a le même principe que le bien il est épuisable en fait, tout simplement. Et donc on va voir que ce sera une première défaillance de marché, cette question d'épuisabilité de ces biens. Et ensuite on a les biens collectifs, donc que je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'éclairage public, on en a plein d'autres, hein, c'est tous ceux dont on ne peut pas contrôler l'accès aux salles payeurs. Mais également où le fait de profiter de ce bien ne nuira pas aux autres consommateurs. Donc voilà, on voit que c'est également une différence de marché, tout simplement parce que eh bien, on ne pourra pas limiter la... Enfin, on pourra pas... ce sera pas rentable en fait, tout simplement, puisqu'on ne peut pas limiter au client. On va voir que ce sera une défaillance. Alors du coup, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Donc on a deux types de biens qui présentent des défaillances de marché. Je vais les souligner d'ailleurs, je vais faire le second. Donc voilà, les biens collectifs, comme je l'ai dit, parce qu'il est difficile de l'intégrer au marché, puisque ce n'est pas rentable, voilà, tout simplement. Enfin, si jamais on laissait faire le marché, donc on reprend les modèles de la concurrence pure et parfaite, qui est le modèle, hein, qui est le modèle idéal recherché, eh bien en fait on n'aurait aucune entreprise qui n'investirait dans ce type de biens, puisque ce serait pas rentable. L'éclairage public ça n'existerait pas. On n'aurait pas, là j'ai marqué l'entretien, mais en réalité, même la création de ces routes, on les aurait pas non plus. On n'aurait que des routes principales pour ces entreprises principales qui auraient investi dedans pour elles-mêmes, et encore si elles auraient eu les moyens de le faire, et pas forcément pour tout le monde. Et également les feux d'artifice du coup. On ne peut pas intégrer ces biens-là au marché. Donc c'est une première défaillance, et ces biens-là disparaîtraient tout simplement. Et on a également, surtout le plus important, la spécificité pardon, des biens communs qui risquent d'entraîner la disparition de ces biens. Donc on peut parler de tragédie des biens communs. Donc là je peux reprendre l'exemple de la consommation du poisson. Chaque acteur, en fait chaque producteur, chaque pêcheur, il va avoir un intérêt à se précipiter sur le bien avant que les autres le fassent, il n'y en aura plus pour lui. Et du coup ça va entraîner une course collective. Et ils ont en aucun cas intérêt économiquement à réduire leur consommation, puisque leur but c'est de générer du profit. Si c'est pas eux, entre guillemets, on peut considérer que si c'est pas eux qui vont le faire, les autres le font de toute manière. Donc on voit que le marché, en fait, il n'arrive pas à réguler le poisson. Parce qu'à terme, du coup, si les ressources disparaissent, ils sont tous perdants dans l'histoire. Donc c'est une différence de marché, le poisson, il est épuisable. Et on a le même problème avec le pétrole, si toutes les entreprises se ruent dessus, il n'y en aura plus. Pareil pour le charbon, pareil. Alors savoir quand même que les échanges fossiles sont non renouvelables que le poisson l'est. Mais le poisson l'est tout de même à un certain point. Il n'est pas indéfiniment. Je vous ai proposé du coup un petit document où on voit l'évolution des stocks mondiaux de poissons entre 1974 et 2015. Et on voit que les exportateurs... que l'exploitation, pourquoi je marque exportation, c'est une faute de frappe, que l'exploitation, oui, donc l'exploitation des poissons qui sont sous-exploités, ben, ils étaient de 40% en 1975, c'est passé à 10% en 2015. Donc ça a certainement encore diminué depuis. Voilà, donc les stocks mondiaux, hein, dans tous les poissons du monde, ceux qui sont sous-exploités, avant ils représentaient 40%, donc les espèces de poissons sous-exploités, hein, et ils sont passés à 10%. Donc on a donc un recul de 30 points de pourcentage de ces types de poissons. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a des enjeux. On a un enjeu autour de la ressource qui risque de disparaître, mais on a également des enjeux autour du fait que c'est un secteur entier, des secteurs entiers qui risquent de disparaître. Si on n'a plus de poissons, on n'aura plus de pêcheurs, et donc potentiellement des gens qui se retrouvent au chômage, et indirectement une ressource en valeur qui risque de disparaître, puis ça veut dire que des consommateurs ne pourront plus consommer ces poissons-là. Il y a également, je ne vais pas préciser là, sur le diaporama, mais
On a également la perte en termes de ressources en tant que patrimoine naturel. Je pense aux pêcheurs par exemple, pas aux pêcheurs, aux plongeurs par exemple, qui veulent simplement observer ces animaux, et ils ne pourront plus le faire s'ils disparaissent. Donc on comprend qu'il y a des enjeux autour de la limitation de la pêche afin de permettre le renouvellement de ces ressources, afin qu'elles ne disparaissent pas. Et on a la même chose du coup, là je prends le poisson, on a la même chose pour toutes les ressources. Si vous regardez dans l'histoire, toutes les ressources qui ont été exploitées à travers le temps. Donc on est passé, d'abord on a commencé par le charbon, ensuite on a pris l'histoire de... Ça a ajouté au charbon le pétrole, on a l'électricité maintenant, voilà, c'est sans fin un petit peu. Et malheureusement, ces différentes ressources, loin de... enfin, c'est pas le charbon qui a remplacé le pétrole, en fait elles sont plutôt dans une logique d'accumulation de toutes les ressources. Et on voit qu'effectivement que les ressources, elles ont tendance à diminuer. Et on a déjà atteint le pic d'exploitation, enfin d'extraction maximale de ces ressources. Donc on sait que tôt ou tard, elles vont avoir tendance à diminuer. Alors, est-ce qu'elles vont complètement disparaître? Ça, c'est encore sujet à débat. À quel rythme on avance, ça, c'est aussi sujet à débat. Mais tout de même, on sait que tôt ou tard, il n'y en aura plus. Pareil pour tout ce qui est métaux, donc je sais pas moi, l'or par exemple, c'est la même chose, le lithium, etc., etc. Donc comment on peut lutter contre ces défaillances de marché? Donc là, on reste bien dans l'idée de la typologie des biens, donc l'histoire des biens de conso, les biens communs et les biens collectifs. Et bien, du coup, on a deux types de défaillances à éviter. Tout d'abord, il faut éviter la disparition des biens collectifs parce que ce serait pas rentable. Donc il faut les prendre en charge. Enfin, il faut que le marché puisse les prendre en charge, ce qu'il ne fait pas naturellement, si j'ose dire. Et il faut également empêcher la disparition des biens communs. Alors j'ai noté trois moyens de lutte. On a tout d'abord tout simplement la prise en charge de ces secteurs par l'État. Ça peut aller, j'ai marqué monopolisation, mais en fait c'est pas obligé, mais disons qu'il peut s'accaparer un secteur afin d'être sûr qu'il soit pris en charge. Donc par exemple pour un bien collectif, c'est très intéressant que l'État fasse les routes lui-même, ou qu'il gère les éclairages publics, ou qu'il gère, donc là j'ai marqué éclairage public, SNCF, EDF, etc. Donc c'est géré au niveau de l'État parce que c'est pas rentable pour une entreprise privée. L'intérêt, c'est que du coup tout le monde contribue, tout le monde profite. Plutôt que ce soit juste une entreprise privée qui ferait faillite et qui investirait de toute manière même pas dedans en fait. Mais on peut également avoir l'État peut également avoir recours à des nationalisations, c'est-à-dire qu'il va prendre possession, enfin, il va racheter en gros concrètement, il va racheter une entreprise privée pour la faire sienne, et ce sera géré par le secteur public. Alors là c'est le modèle simple, en réalité on peut racheter des parts, c'est pas obligé que ce soit à 100% forcément. Un deuxième cas de figure que j'ai marqué, que j'ai quand même différencié du cas précédent, c'est la concession. En fait, tout simplement, l'État il peut ou non accorder des droits d'exploitation sur un temps limité. Enfin, les fautes, c'est catastrophique. Limité avec un E, hein. Bref. Donc je vais prendre par exemple l'exemple, moi, des autoroutes françaises, que l'État, du coup, a délégué, enfin, c'est lui qui a produit ces routes, mais ensuite il a délégué leur entretien, en fait, et leur exploitation, du coup, le fait que les consommateurs payent les droits de passage, enfin les passages, quoi, tout simplement. Mais il a délégué ça à des sociétés privées. Mais c'est encadré, c'est-à-dire que c'est sur un temps limité, très souvent, qu'il peut renouveler ou non. C'est-à-dire qu'il en contrôle l'accès, et, euh, Et voilà. Et l'intérêt, c'est tout simplement que du coup, il aura supporté le coût de cet investissement premier, qui est la construction de ces routes, mais il ne supporte pas le coût de leur entretien, qui sont gérés presque automatiquement, si j'ose dire. Voilà. Et surtout, il en garde le contrôle malgré tout, en théorie. Après, c'est sujet à débat, controverse, etc., etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Et l'avantage de faire des concessions, c'est que vous ne mettez pas en concurrence ces entreprises. Ces entreprises ont le monopole de cette concession. Autrement dit, personne ne pourra entrer en concurrence et faire chier, quoi. Enfin, voilà, pour employer des termes pas très... voilà. Donc voilà, on a cette possibilité-là qui peut mettre en place l'État. Et enfin, la dernière possibilité que je vous propose, c'est la mise en place de quotas. Concrètement, au niveau de l'État, mais ça peut également être au niveau de l'Europe pour d'autorisations supranationales, même s'il y en a pas supra-étatiques, ouais, si on peut se dire comme ça, mais il n'y en a pas vraiment en réalité, à part l'Europe, dans le cas européen qui est assez spécifique. Donc on peut mettre en place du coup une limitation du nombre et du type de ressources
qui peuvent être exploités, qui est légal d'exploiter finalement. Et on peut également contrôler le nombre d'acteurs économiques qui ont le droit de les prélever, ces ressources. On peut se dire, bah non, c'est que ces sociétés-là, hop, 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 qui ont le droit de consommer le poisson, et que tel poisson, tel type de poisson, dans telles conditions, par exemple, on peut mettre des normes sur la taille des filets. Vous savez que plus un filet est petit, plus il va prendre le petit poisson, c'est-à-dire que les enfants, finalement, les poissons les plus jeunes sont prélevés, et donc on n'aura pas une possibilité de renouveler la ressource. A l'inverse, si on va plutôt mettre des normes, oui, on peut mettre des normes, hein. Bon, je parle de quota, mais en fait c'est des normes hein, qu'on a le but. Mais si voilà, si c'est plus large, si le filet a des trous plus larges, en fait, eh bien, on va prendre que les gros, et donc on va permettre une meilleure renouvelabilité de cette ressource. Également, contrôler le nombre, bah, ça permet voilà, de contrôler le fait qu'elle puisse se renouveler ou non. Donc voilà, on peut mettre des états. Et donc moi, en exemple, je vous ai mis le thon rouge, puisqu'en Méditerranée, enfin, qui est en Méditerranée, du coup, puisqu'au niveau de l'UE, on a mis, l'UE a mis des quotas au nom de tous les états pour éviter que cette chose disparaisse. Parce qu'on a eu le risque, effectivement, qu'on n'ait plus de thon rouge dans la Méditerranée à un moment. Alors c'est encore un peu le cas, mais je crois que les poissons sont quand même bien remontés. Donc on a quand même des succès hein, malgré tout, ces quotas. Mais après voilà, faut pas se voiler la face, parce que le problème c'est qu'il y a des enjeux en fait. Donc là c'est des enjeux qui sont plus politiques, hein, qui sont plus enfin, géopolitiques en l'occurrence. C'est-à-dire que les États, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Il y a des enjeux économiques derrière en fait. Si un poisson, si une population vit de la pêche, elle n'a pas forcément tapé sur la pêche, ne serait-ce que donc économique pour l'État, mais également du coup pour nourrir les populations. Les populations qui n'ont pas les moyens, qui ont toujours vécu de la pêche, qui n'ont pas les moyens de mettre en place l'agriculture. On peut prendre l'exemple de l'Islande par exemple, c'est le cas. Quoique le plus grand consommateur de poissons c'est la Norvège en Europe, il me semble. Eh bien c'est simplement signer leur arrêt de mort en fait. Hein. Ou alors même dans les peuplades ouais, du tiers-monde, je sais pas si ça se dit encore. Des pays qui sont assez pauvres, on va dire, eux c'est très compliqué de leur dire bah non vous ne pêchez plus. Donc voilà, il y a quand même ces enjeux-là malgré tout. On a des ZE qui sont mis en place pour contrôler du coup les zones de pêche, qui sont plus ou moins respectées également. Donc c'est plutôt assez compliqué. Mais vous voyez tout de même que malgré le fait que ces solutions sont relativement, comment dire, elles sont plus ou moins efficaces, disons, on a tout de même des possibilités, des leviers, des moyens d'action que peut mettre en place l'État du coup. Donc c'est des moyens de remédier à ces défaillances, à cette défaillance en l'occurrence de marché, qui relève du coup des caractéristiques hein, de ces différents biens, à savoir les biens collectifs et les biens communs. Donc voilà, on peut essayer de combler les lacunes du marché. Bon bah ce sera tout pour cette vidéo, voilà, désolé pour les fautes d'orthographe dans ce diaporama, je vous le fais un peu rapidement, j'aurais pas dû. Mais voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça aura pu vous aider, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et à me poser des questions si vous en avez, puis on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur la symétrie d'information. Ciao!